Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. On va parler voile ce soir avec notre expert Fabrice Guyon. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous. Et avec nos deux invités de l'association Les Sables d'Olonne Vendée Course au Large, le président Joël Zanoni, bonsoir. Bonsoir. Et Marc Chopin, bonsoir. Bonsoir. Ancien président. C'est ça. Voilà. Et organisateur de la Solo Maître Coq 18e édition qui débutera lundi prochain. On est à peine remis de nos émotions du Vendée Globe qu'une nouvelle course donc va partir des Sables d'Olonne, la Solo Maître Coq, cette fois avec des Figaro, première étape du championnat de France élite course au large. Alors peut-être nous représenter en quelques mots en quoi consiste cette Solo Maître Coq, qui elle concerne et comment elle va se dérouler. Joël Zanoni ou Marc Chopin, comme vous voulez. Alors pour la course, la Solo Maître Coq, c'est la 18e édition cette année. On a réussi à sauvegarder le programme initial, donc on aura bien en effet 2 journées le lundi et le mardi prochain de course inshore, c'est-à-dire dans la baie des Sables, une journée de break le mercredi et une grande course qui correspond à une étape de la solitaire du Figaro, avec un départ le jeudi pour une arrivée le samedi, voire le dimanche matin, voilà pour les 29 concurrents qui sont engagés. Quand tu dis on a réussi à préserver, parce qu'on se souvient de l'année dernière quand même une annulation de la Solo Maître Coq à la dernière minute, puisque c'était même lancé en termes d'organisation à terre. Tout était prêt, et puis une annulation. Alors dans quel état d'esprit vous êtes là maintenant, à quelques heures du démarrage, Joël ? Nous sommes confiants. Oui. Voilà, donc tout est prêt, encore une fois. Voilà, mais ça va bien se passer. C'est positif. On ne redoute pas justement que l'épisode se répète, parce que c'était quand même particulier l'année dernière. Non, cette année... Je pense pas, franchement. Ouais. Je pense pas. Il faut faire très attention. Et effectivement, avec le protocole sanitaire qui est très strict. Mais après, non, voilà, il n'y a pas de raison. On a mis en place vraiment un protocole strict de façon à pouvoir garantir qu'il n'y ait pas de contamination. Donc il y aura, malheureusement, l'épreuve sera à huis clos, donc il n'y aura absolument pas de public. Le ponton du Vendée Globe sera fermé au public. On en est désolé, mais c'était le moyen de pouvoir sauvegarder la course. Les bâtiments seront réservés uniquement à l'organisation, aux skippers et aux préparateurs, mais même pas aux entraîneurs, aux teams, aux journalistes, etc. Donc on a été obligé de mettre quelque chose en place qui est vraiment draconien. Grâce à ça, on a les autorisations pour pouvoir lancer la course et on va faire une jolie course. Et si on veut se mettre du côté positif, côté public, mais côté positif, on pourra quand même suivre la course, bien évidemment. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il en est du chenal ? Est-ce que le public pourra quand même aller en marchant, en se baladant, en respectant les distances ? Est-ce qu'on pourra quand même se balader, être sur la plage des Sables et voir les bateaux ? Il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là, à partir du moment où chacun respecte les distanciations sociales, comme on dit, normales. Voilà. Nous, en tant qu'organisateurs, on n'a pas eu de contraintes. C'est pas le Vendée Globe non plus. On ne va pas drainer 150 000 personnes. Donc les gens, bien sûr, sont libres de pouvoir regarder en respectant les précautions normales d'usage en ce moment. Okay. Alors tu disais on n'est pas le Vendée Globe, 33 bateaux au départ du Vendée Globe, et là vous avez 29 bateaux. C'est super. C'est encore une belle édition. Un peu moins grand, mais c'est super. Un peu moins grand. Alors est-ce qu'on peut justement, on va dire quelques mots peut-être du plateau, qui sont les skippers présents là sur cette 18e édition ? Alors cette 18e édition, elle s'annonce un peu particulière justement parce qu'il y a un gros renouvellement. Il y a beaucoup de bisous cette année, comme on dit, c'est ceux qui viennent naviguer sur la classe Figaro Beneteau 3 pour la première fois, donc on est assez content. Il y aura 6 nationalités différentes et il y aura 6 femmes sur les 29 bateaux. Donc on retrouve quand même quelques cadors de la classe. Xavier Macaire, qui est d'ailleurs licencié au club. Qui a remporté il y a 2 ans. En 2019. C'est ça. Il y aura Tom Laperche, le tenant du titre de l'année dernière, Alexis Loison, Gilles Damaé. Tu as cité les 4 vainqueurs de la Solo Maître Coq qui sont encore présents ici. Alexis Loison en 2018. Exactement. Et puis il y a des habitués aussi du Figaro qui reviennent. Et justement, ces petits nouveaux, il y a Charlotte Yvain qui arrive de la baie de Morlaix, il y a plein de petits nouveaux qui arrivent et on est super content de les accueillir. Ça va donner un peu de sang neuf et ça fait du bien, quoi. Et un revenant également. Oui, un revenant. Il y a des petits nouveaux, puis un revenant aussi, puisque j'ai relu qu'il avait quitté la classe Figaro en 2002, avant de remporter le Vendée Globe en 2004, c'est Vincent Rioux. Exactement, Vincent. Écoute, on est super content qu'il ait eu envie de revenir. C'est un gage de sérieux, voilà. Donc on est assez fiers d'accueillir
tous les concurrents, et Vincent va être, je suis sûr qu'il va vendre cher sa peau et qu'il va y avoir des belles batailles sur l'eau. Les skippers donc, ont jusqu'à demain matin 9h pour arriver. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui sont déjà arrivés. Vous avez sans doute échangé avec eux. C'est pour ces skippers une reprise après de longs mois sans compétition. La dernière compétition, c'était au mois de mi-septembre, je crois. Vous sentez qu'il y a de l'impatience, un peu même de tension? Ils sont tous pressés de repartir, vraiment en régate. Voilà, ils ont fait des entraînements, mais ça ne vaut pas la vraie régate, se battre avec plusieurs bateaux. Les vrais concurrents sérieux. Voilà, tout le monde va se retrouver ensemble. Et là, ça va falloir se départager. Oui, parce qu'on rappelle quand même que la classe Figaro, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est une classe monotype. Donc quelques mots aussi sur le bateau peut-être, Marc. Justement, ce Beneteau Figaro et cette particularité d'être une monotypie. Voilà, monotypie. Écoute, le bateau aujourd'hui a été bien fiabilisé, puisque c'est il y a déjà eu 2 années de passé. Donc les petits ennuis du début sont passés. Les marins l'ont bien apprivoisé. Tout le monde a pris ses marques dessus. Les petits nouveaux ont quand même navigué déjà avec des anciens, donc il y a de la transmission qui commence à se faire. Et puis, en effet, le fait que ça soit de la monotypie, c'est quand même très intéressant, parce que le premier qui arrive, c'est le premier, le troisième, c'est le troisième. Et puis, l'homme fait vraiment la différence sur le bateau, Alors c'est peut-être l'occasion aussi de rappeler la particularité de ces courses en Figaro, parce que notamment dans le Vendée Globe, on entend souvent les skippers dire on se croirait sur une étape du Figaro. Alors qu'est-ce que ça a de particulier, notamment sur la grande course qu'il y aura la semaine prochaine? Beaucoup de contacts. Ils sont souvent en contact, les uns derrière les autres. Il n'y en a pas qui partent et un qui part et puis qu'on ne revoit jamais. Non, c'est très rare. Ils sont toujours en paquet, donc toujours à se battre. Voilà, un qui reprend, l'autre qui reprend, après qui perd, qui reprend. C'est vraiment une grosse bagarre intensive jusqu'au bout. Voilà. La particularité, c'est la gestion du sommeil, principalement. C'est la grosse difficulté. Et ceux qui sont devant ne dorment quasiment pas. Donc c'est des petites fractions de sommeil par 5-10 minutes, mais pas quand ils sont en bagarre, en effet. Et donc quand on voit les écarts qu'il y a après 3 jours, c'est vraiment minime. Donc il faut vraiment être dessus et rien lâcher. Et très tactique aussi. Effectivement, une classe très engagée, on va dire. Et ce qui fait aussi que c'est compliqué parfois pour les bisus, puisque même s'ils viennent d'autres classes, comme par exemple pour certains Mini 650 ou l'Olympisme aussi, puisqu'on a aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on a aussi des Américains qui sont présents ici sur cette solomètre coque et qui préparent justement, qui sont en campagne olympique, puisque normalement, sur les prochains JO, il y aura, tout le monde croise les doigts, il y aura une course au large, duo, mixte. Et donc ces 2 Américains qui se préparent, ainsi que Luce Molinier aussi, qui est présente ici, qui prépare aussi cette campagne olympique. Donc c'est vrai que pour ces bisus, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de fatigue sur ces étapes. C'est représentatif de ce qui va peut-être leur arriver. Eh bien, on en parle dans quelques instants. On fait un petit interlude pour s'intéresser au reste de l'actualité sportive qui, malheureusement, avec le contexte, est assez maigre. Et notamment en basket, on va parler de la Nationale 1 masculine. Les équipes des Sables d'Olonne et de Challans devaient jouer un match en retard ce week-end. À Lorient pour les Sables d'Olonne, à Toulouse pour Challans. Eh bien, ces rencontres sont reportées. On rappelle qu'il y a eu un cas de Covid dans l'effectif de Challans la semaine dernière et que donc les équipes qui ont été confrontées à Challans sont considéré comme cas contact, donc c'est très compliqué pour organiser le championnat. Le match Toulouse-Challans a été reporté au 17 avril, le match Lorient-Les Sables au 23 avril, donc prochain match pour ces 2 équipes le 23 mars pour les Sablais du côté de Rueil et le 27 mars pour le VCB face à Tours. Basket toujours avec une très bonne nouvelle pour la jeune joueuse de La Roche-sur-Yon, Mélissa Guillet, qui va intégrer le pôle France à l'INSEP. Elle a été retenue à l'issue des tests qui se sont déroulés au début du mois. Après avoir débuté au club d'Esnay, elle est arrivée au RVBC en U13 région. Elle évoluait cette saison en U15 et U18 France. Et elle fait partie donc des 10 joueuses appelées à rejoindre le pôle France à l'INSEP. Bravo à elle. Et puis alors quelques images d'une belle initiative sportive et solidaire du côté de Belvigny. Thierry Icoli propose depuis quelques semaines des séances d'entraînement sportif gratuites, ouvertes à tous sur un parking de la commune à Belleville-sur-Vie chaque week-end. L'idée est venue d'une page Facebook, un groupe d'entraide lancé pendant le confinement. Plusieurs personnes
personnes avaient lancé l'idée de se réunir pour faire du sport. Thierry Icoli, qui dispose d'une salle personnelle et de matériel, s'est donc proposé pour animer des séances qui réunissent de plus en plus de monde, de tous niveaux, de tous âges. Alors notez que Thierry Icoli n'est pas coach sportif dans la vie, mais il est passionné de sport et il envisage de développer ces séances dans d'autres communes. Je vous propose de l'écouter. Franchement, ça se passe super bien. C'est une super ambiance, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et puis voilà, donc après, pourquoi pas continuer? Déjà, de pouvoir partager sa passion avec des gens le dimanche et le samedi, déjà, c'est pas mal. En plus, Belleville, c'est une ville qui s'expand, comme La Roche d'ailleurs. De jour en jour, il y a de plus en plus de sportifs, il y a de plus en plus de monde. Et puis, je pense qu'avec, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein, genre avec les beaux jours, je pense qu'il y en aura un peu plus. Et puis, ce que je vais essayer de faire, c'est d'en faire un petit peu au Poiré, d'en faire un petit peu sur Saligny, d'en faire un petit peu sur Dompierre, après selon mon planning, parce que je travaille de nuit en plus, donc du coup c'est pas facile, mais bon, franchement c'est toujours un plaisir. Étant donné les circonstances actuelles, franchement, si on peut s'entraider entre nous et faire un petit peu de sport ensemble, tout en respectant bien sûr les distanciations que demande le peuple. Voilà, on s'organise comme on peut avec notamment les fermetures des salles de sport. Retour donc à la voile et à la solo maître coq. Tous les skippers seront arrivés demain matin. Le public ne pourra pas aller les voir malheureusement au ponton. Hein, on l'a dit, ça se passera à huis clos. Première course lundi d'une trentaine de milles. La même chose le mardi. Et puis donc le jeudi 25, départ de la grande course. On va peut-être revenir un peu sur une grande course, un peu plus en détail sur le parcours. Quel parcours vont devoir emprunter les skippers? Ils vont partir de la baie des Sables, descendre pour passer sous le pont de l'île de Ré, faire le tour de l'île de Ré, remonter jusqu'à Belle-Île en Bretagne, redescendre vers l'île Dieu, repartir ensuite vers le plateau de Rochebonne, continuer un peu sud, faire un aller-retour plein sud pour aller quasiment à la hauteur de la Gironde, revenir sur le plateau de Rochebonne et retour au Sable d'Olonne. Donc un parcours, quelles sont les particularités justement de ce parcours? Pourquoi ce parcours? Parce que c'est un parcours historique, plus ou moins historique quand même, de la solo maître coq. Il est un peu modifié par rapport à d'autres éditions. Pourquoi ce parcours, ces particularités? Les figaristes, pardon, ça fait plusieurs questions, hein, mais les figaristes qui préparent aussi toute une saison avec une transat notamment, une solitaire du Figaro. Donc qu'est-ce que va leur apporter ce parcours justement? Alors le parcours, il est un peu la continuité en fait des deux premières journées en fait où on a des petits parcours de 30 000, des parcours en baie où là ils vont travailler beaucoup plus la tactique proche et les manœuvres. Sur le grand parcours, il a l'avantage de faire à la fois du large et puis de rencontrer différents types de mer. Donc au large des Sables, une mer qui est relativement houleuse, assez facilement houleuse. Monter en Bretagne avec les marées, les courants, aller passer sous le pont de l'île de Ré où il y a régulièrement aussi des courants, se rendre naviguer dans le Pertuis où là on sait qu'il y a des effets de vent, des effets de côte assez particuliers. Donc ce parcours, il associe à la fois les difficultés de terrain, si je puis dire, et puis des difficultés météo avec des synoptiques météo très particuliers et liés à la topologie des lieux qui vont approcher. Et ensuite, on l'a allongé, en effet, comme tu disais, un parcours qui date d'il y a un certain temps, qu'on a allongé depuis qu'il y a les Figaro 3, parce que la moyenne des bateaux va plus vite que sur le Figaro 2. Et donc on l'a allongé avec cette petite banane, entre guillemets, qui part vers le plateau de Rochebonne et qui descend plein sud pour essayer d'avoir un petit peu des bords de large et donc aller voir un petit peu plus ce qui se passe aussi au large. Donc voilà. Pour essayer de faire marcher aussi ces foils, puisqu'on le voit, ce Figaro 3 qui est un foiler, donc un bateau plus rapide aussi que les précédentes générations. D'un point de vue météo, c'est un peu tôt, quoique les premières courses vont avoir lieu en milieu de semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'annonce? Est-ce qu'on y voit clair déjà? Écoute, ce qui s'annonce, c'est relativement calme. Donc on devrait avoir de belles conditions. On croise les doigts pour que ça dure. Peut-être s'il peut y avoir un petit peu plus de vent que ce qui est prévu aujourd'hui sur la grande course, ça serait pas mal. Mais voilà, ça devrait être une édition relativement calme. Donc c'est plutôt bien pour démarrer la saison. Moins houleuse que l'année dernière. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On peut peut-être revenir sur certains skippers. On a brièvement cité le duo américain tout à l'heure. Alors, ils ne seront pas en duo, bien sûr, sur la course, mais ils se préparent à une course en duo, c'est ça? Alors, tout à fait. Les deux Américains, donc Francesca Klapsich et Jess Fielding. Alors, leur équipe, c'est le Team State Street Marathon Sailing. Alors, ils sont bien sûr en solo sur cette solo maître coq, mais ils préparent donc les JO, les Jeux Olympiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos sur ces JO, les infos dont vous disposez notamment par la Fédération française de voile, parce c'est encore en discussion, l'idée étant d'avoir une discipline olympique à partir de Paris
2024, si je ne m'abuse, avec une compétition de course au large en double mixte. Tu as très bien expliqué les choses, Fabrice. Voilà, donc les informations qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la décision qui devait être prise par le CIO a été reportée. Donc la fédération travaille d'arrache-pied, évidemment, pour qu'on puisse avoir cette épreuve de course au large qui est chère quand même à la France, puisque chaque pays organisateur a le droit d'inscrire de nouvelles épreuves. Évidemment, tu imagines bien qu'il y a des gros lobbies entre différentes fédérations et différentes épreuves qui ont envie, elles aussi, d'être aux Jeux Olympiques. On croise les doigts, le dossier maintenant a été bien monté, bien présenté par la Fédé. Voilà, on attend le vote. Et il y a une autre skipper ou skippeuse, on se pose toujours la question, on ne sait toujours pas, mais en tout cas une autre concurrente, c'est Luce Molinier, qui elle aussi est en préparation pour justement cette campagne olympique, avec Sébastien Marcet, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à l'occasion du Vendée Globe, effectivement. Et qui lui ambitionne d'être au Vendée Globe 2024. Bien sûr, d'être au Vendée Globe 2024. Et je pense aussi que dans cette liste des 29 concurrents à cette solomètre coque, il y a bien évidemment des concurrents, en tout cas des skippers qui ont envie d'être présents en 2024, on le sait déjà. On le sait, puisqu'il y en a qui en rêvaient déjà pour 2020. Donc là, ils vont vraiment tout mettre pour pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire là en Figaro et arriver à décrocher un partenaire pour aller sur le Vendée Globe, c'est sûr. Joël Zanoni, un mot sur cette association, les Sables d'Olonne Vendée Course au large, dont vous êtes donc président maintenant, avec donc cette solomètre coque, qui marque vraiment le début de la compétition. Globalement, comment se porte l'asso? Quels vont être ensuite les autres événements qui vont animer l'année? Bon, l'association se porte très bien. Donc on va bien, on arrive toujours à faire nos courses, tant bien que mal, vu le contexte. Mais bon, tout se passe bien. Là, la maître coque, après on va faire les Sables et les Açores, en classe 40. Et après, sous l'organisation de M. Chopin, on aura la mini-transat. On va être club support pour la mini-transat. Ça va être une occupation. Mais le club qui a 6 ans maintenant, le club va bien. Voilà. Quelles sont les prévisions là aussi pour les Sables Horta? Parce qu'on sait que le Portugal, les Açores ont été, malheureusement on doit revenir à ça, mais ont été aussi durement touchés par la première vague, les premières vagues de Covid. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui justement par rapport à ça? Parce qu'on sait que cette course est plébiscitée par la classe 40. Cette course, les Sables, les Açores, retour aux Sables en double sur les classes 40. Déjà les mini l'année dernière n'ont pas pu se faire. Les Sables, les Açores, les Sables, on l'a fait en baie de Morlaix. Donc on croise les doigts. Encore une fois. Là aussi, on va plus avoir assez de doigts pour tout croiser. Mais... Ils nous attendent. Ils nous attendent. Armando nous attend à Horta. On a un super plateau là on a 17 inscrits. Pour les Sables Horta, avec déjà 5 nouveaux bateaux, des bateaux neufs. Il y en a d'autres qui vont encore arriver. Donc ça va être cette année une superbe course. Et si on ne peut pas s'arrêter à Horta, on trouvera d'autres solutions, mais de toute façon, la course va partir. En tout cas, on peut avoir beaucoup d'espoir aussi pour ces classes, parce qu'on voit la dynamique sur la classe 40, tous les bateaux en construction, et bien sûr, la classe Figaro, puisque c'est le sujet de la solomètre coque, mais c'est la classe Figaro qui reste aussi terriblement dynamique. Et ça, c'est passionnant. Et donc la solomètre coque qui démarre lundi, où pour aussi, bien sûr, il y a la cartographie sur le site. TV Vendée suivra également cette course. Vous aurez les classements et des images, bien sûr, dans le journal et dans les différentes éditions de 85 chrono. Merci beaucoup, messieurs. Un bon début de course, une belle 18e édition. Et on vous retrouve très bientôt pour en parler. Merci Fabrice. Merci Aurélien. Merci. On se retrouve dans pas longtemps également pour parler d'une autre course qui aura lieu au mois d'avril, la Sardinia Cup. On parlera de la Sardinia Cup. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi pour un nouveau 85 chrono.